Combien de moments définissent une vie? Combien de regards fugaces, de décisions prises en une fraction de seconde, de mains tenues dans la peur, sont nécessaires pour forger un destin? Et si une seule photographie, un instantané oublié, capturait non seulement une image, mais le tout dernier moment de l'avant? Regardez attentivement cette image. Ce n'est pas un portrait de studio posé, c'est le chaos, c'est la poussière, la pierre brisée et l'air lourd d'un été qui n'apporte aucune chaleur, seulement de la cendre. Nous sommes à Caen, en France, durant l'écrasant été 1944. La ville est un squelette. Des soldats, peut-être canadiens, fatigués, se tiennent près d'un véhicule blindé au premier plan. Mais ignorez-les. Votre regard doit être attiré plus loin, dans le flou de l'arrière-plan, là où la vie ordinaire tente désespérément d'exister. Vous les voyez? Deux silhouettes. Un homme, grand, portant un béret, et un petit garçon, dont la tête arrive à peine à la taille de l'homme. Un père tenant fermement la main de son fils. Il nous tourne le dos. Il s'éloigne. Cette photographie, prise par un correspondant de guerre anonyme, a été prise dans l'après-midi du 7 juillet 1944. Quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit, l'opération Charnwood allait commencer. Des centaines de bombardiers lourds de la Royal Air Force allaient déverser un tapis de bombes sur ce quartier précis, dans une tentative brutale de déloger les défenseurs allemands. Cette rue, ces bâtiments, tout allait être pulvérisé. Et de ces deux silhouettes, ce père et ce fils marchant vers l'oubli, un seul survivra. Nous pensons regarder une fuite, un père protégeant son enfant du danger. La vérité est infiniment plus compliquée et plus tragique. À la fin de ce récit, vous comprendrez le secret que cet homme, Julien, transportait dans sa botte. Vous saurez pourquoi cette simple promenade n'était pas une évasion, mais un rendez-vous avec le destin. Et vous découvrirez qui a survécu et quel prix il a dû payer pour ce miracle. Si vous pensez que ces histoires, cachées dans les marges de nos archives, méritent d'être racontées. Si vous croyez que les héros ne sont pas seulement ceux qui portent des uniformes, mais aussi ceux qui, comme Julien, ont dû faire des choix impossibles dans des mondes impossibles, alors rejoignez notre mission. Notre chaîne se consacre à redonner une voix à ces fantômes. Abonnez-vous dès maintenant et aimez cette vidéo, afin que l'algorithme comprenne que la mémoire n'est pas une simple donnée, mais un devoir sacré. Pour comprendre la décision de Julien, il faut respirer l'air de Caen en juillet 1944. Un mois s'est écoulé depuis le débarquement. La libération, promise et tant attendue, est devenue un purgatoire. La ville, autrefois fière capitale normande, est désormais la capitale des ruines. Elle est la ligne de front. Les combats sont féroces, maison par maison. Les habitants de Caen sont pris au piège entre l'occupation allemande obstinée et le déluge de feu des Alliés. La vie s'est réfugiée sous terre. Les caves et les cryptes des églises, comme celle de Saint-Étienne, sont devenus des villages souterrains où des milliers de personnes s'entassent, survivant avec des rations de misère, sans eau potable, dans une obscurité quasi permanente. L'air extérieur est un mélange toxique, la poussière de craie des bâtiments effondrés, la puanteur de la mort qui n'est plus enterrée et la cordite des explosions incessantes. Le jour, il y a la peur des jabos, les chasseurs bombardiers alliés qui mitraillent tout ce qui bouge. La nuit, c'est le grondement sourd de l'artillerie, un tambour qui ne s'arrête jamais. La peur n'est plus un événement, c'est l'atmosphère. C'est dans ce monde apocalyptique que vit Julien. Il n'est pas un soldat, c'est un homme de mots. Avant la guerre, il était typographe pour un petit journal local. Un artisan méticuleux qui aimait l'odeur de l'encre et le poids du plomb. Son fils, Léo, a 5 ans. Léo ne se souvient pas du monde d'avant. Pour lui, le son normal du monde est le sifflement des obus. Son jeu préféré est « Chut !» les avions. Un jeu de silence terrifié. L'épouse de Julien, Hélène, n'est pas avec eux. Quelques jours plus tôt, elle a traversé l'Orne pour rejoindre sa sœur dans le quartier de Vaucelles, pensant que la rive sud serait épargnée ou libérée plus tôt. Une erreur tragique. Les ponts sont maintenant détruits ou sous surveillance constante. Julien et Léo sont seuls dans leur appartement du 3e étage, dont les fenêtres ne sont plus que des planches de bois. La faim tenaille. Mais ce n'est pas la faim qui pousse Julien à sortir cet après-midi-là. C'est un secret. Depuis des mois, Julien utilise ses compétences de typographe pour la résistance. Des tracts, des faux papiers, des petites choses qui pouvaient vous coûter la vie. Mais aujourd'hui, la mission est différente. Un contact du réseau PTT, un postier qui travaillait encore, lui a remis un pli ce matin-là. Ce n'est pas un tract, c'est une carte annotée des positions exactes de l'artillerie allemande cachée dans les cours de l'abbaye aux Hommes, tout près. Une information vitale pour les troupes canadiennes qui piétinent aux portes de la ville. Le rendez-vous est fixé à 17h, dans les ruines d'une épicerie, à 1 kilomètre de là. Julien est un homme prudent, pas un casse-cou. Il connaît les rumeurs. Les Alliés ont largué des tracts avertissant d'un bombardement massif. Partez,
disaient-ils. Mais partir où? Les routes sont des champs de tir. Rester est un piège. Partir est un autre. Il regarde Léo. Le garçonnet est assis par terre, dessinant des formes dans la poussière grise qui recouvre le parquet. Le silence dans l'appartement est assourdissant. Julien est torturé. Il ne peut pas laisser Léo seul. L'immeuble pourrait être le prochain sur la liste. Chaque craquement est une bombe potentielle. S'il reste, ils mourront peut-être ensemble. S'il part, Léo mourra seul, terrifié. L'idée est insupportable. Il prend alors la décision qui va tout sceller. Il va l'emmener. Il se ment à lui-même, se persuade que c'est plus sûr. Le mouvement, c'est la vie, se répète-t-il. Un trajet rapide. Rester dans la rue est moins dangereux que de rester dans un bâtiment, cette tombe verticale. Il plie la carte et la glisse sous la semelle intérieure de sa botte droite. Il met son béret, essaie de brosser la poussière de son veston. Il prend une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser paraître la terreur qui lui noue l'estomac. « Viens, Léo, dit-il, sa voix étonnamment calme. On va essayer de trouver du pain. Le mensonge le plus simple pour couvrir la mission la plus dangereuse. » Il prend la petite main de son fils dans la sienne. La peau de Léo est chaude. C'est cette image, ce moment précis, que le photographe capture. L'instant où un père, déchiré entre son devoir de citoyen et son amour de père, choisit de ne pas choisir. Il emmène son fils avec lui, dans l'antichambre de l'enfer. Il passe le coin de la rue. Le ciel au-dessus d'eux est d'un bleu trompeur, vide pour l'instant. Léo lève les yeux vers son père et sourit, un vrai sourire d'enfant, en montrant un chat qui détale dans un tas de gravats. C'est le dernier sourire que Julien verra. Le coin de la rue n'offre aucun abri. L'instant capturé par le photographe de guerre s'est évaporé, et avec lui, toute illusion de normalité. Julien et Léo sont maintenant seuls dans la réalité brute de Caen. La rue qu'ils empruntent n'est plus une rue, c'est un couloir de tombe verticale. Les façades des immeubles sont éventrées, révélant l'intimité tragique des vies interrompues. Un piano suspendu au-dessus du vide. Un lit en fer forgé pendant à un seul étage. Du papier peint à fleurs battant au vent comme un drapeau de deuil. La ville est recouverte d'une fine poussière blanche. C'est la pierre de Caen, la fierté de la région. Cette même pierre qui a construit la tour de Londres et l'abbaye aux hommes, maintenant pulvérisée et recouvrant ses propres morts. L'air est épais, difficile à respirer. Il sent la chaux, le plâtre mouillé et quelque chose de plus ancien, de plus doux et de plus écœurant. La puanteur de la mort qui s'installe sous la chaleur de juillet. Julien serre la main de Léo si fort que ses propres jointures sont blanches. Léo, lui, trébuche. Ses petites chaussures en cuir ne sont pas faites pour escalader les monticules de briques et les enchevêtrements de fils de fer. Doucement, Léo, donne la main à papa. On va faire un jeu, murmure Julien, sa voix rauque à cause de la poussière. Le jeu du silence. Il ne faut pas que les monstres nous entendent. Léo hoche la tête, les yeux grands ouverts. Pour lui, les monstres sont une abstraction, mais la peur dans la voix de son père est réelle. Il comprend la règle principale. Le silence, c'est la vie. Chaque pas de Julien est une agonie calculée. La carte, pliée sous sa semelle, est une braise dans sa botte. Elle lui rappelle à chaque instant la dualité de sa mission. Il n'est pas seulement un père protégeant son fils, il est un messager transportant un secret qui pourrait sauver des centaines de soldats canadiens, ces mêmes soldats dont l'artillerie pourrait, à tout moment, le tuer. L'ironie est écrasante. Il risque la vie de son fils pour aider les hommes qui bombardent sa ville. Mais c'est pour la libération, se répète-t-il, pour que Léo ne grandisse pas dans un monde où il faut jouer au jeu du silence. C'est un mantra fragile contre la panique qui monte. Il progresse lentement. Il ne marche pas au milieu de la rue. C'est une règle de survie de base que tout Caennais a apprise dans le sang. Les rues ouvertes sont des champs de tir pour les Scharfschützen, les snipers allemands, ou pour les mitrailleuses des jabots. Ils longent les murs, se fondant dans les ombres des ruines. Ils doivent traverser la place Saint-Pierre, ou ce qu'il en reste. C'est un espace ouvert, un vide terrifiant. Julien s'arrête à l'angle, son cœur battant la chamade. Il observe, rien ne bouge, seule la poussière danse. « Maintenant, Léo, dit-il, sa voix à peine un souffle. On va courir, très vite, jusqu'à la voiture brûlée là-bas. Prêt ? 1, 2, 3 !» Il ne lui laisse pas le temps de répondre. Il le soulève presque, ses jambes d'adulte couvrant la distance, traînant Léo à sa suite. Les semelles de Léo glissent sur les pavés couverts de gravats. Il court, 20 mètres, 30 mètres. Le silence est assourdissant. Il semble s'étirer, devenir élastique. Julien n'entend que sa propre respiration, sifflante, et le bruit sourd de ses bottes. La botte droite, la carte. Ils atteignent l'épave d'une Citroën traction avant, retournée sur le flanc comme une bête morte. Julien pousse Léo derrière le moteur, se blottissant contre lui. Il halète. Léo n'a pas pleuré. Il est trop effrayé. Il regarde son père, cherchant une confirmation que le jeu est toujours amusant. Julien essaie de sourire. C'est une grimace macabre, et c'est là qu'il l'entend. Ce n'est pas le grondement lourd de l'artillerie lointaine, ni le clac sec d'un sniper. C'est un son nouveau, un déchirement de l'air, un sifflement qui grossit exponentiellement. Momo, le surnom qu'ils donnent aux mortiers,
Le son du mot qui part et le son du mot qui arrive. Celui-ci arrive. Julien n'a pas le temps de penser. Il se jette sur Léo, couvrant le petit corps de son propre corps, rentrant la tête, fermant les yeux. L'explosion est une force physique pure. Ce n'est pas un son, c'est un coup de poing qui frappe le sol à 50 mètres d'eux. La carcasse de la voiture vibre violemment. Des éclats de pierre et de métal pleuvent autour d'eux avec un bruit de grêle. Léo se met à hurler. C'est un cri perçant, animal, la terreur pure d'un enfant qui a enfin compris que ce n'est pas un jeu. « Chute, chute mon grand, chute, c'est fini, papa est là !» Julien le berce. Ses propres mains tremblant de manière incontrôlable. La fumée et la poussière sont si épaisses qu'il ne voit plus rien. Il goûte la cordite sur sa langue. La panique le saisit. Il a mis son fils en danger. Il l'a amené ici. Le rendez-vous, l'épicerie. Il regarde sa montre. 16h40. Il leur reste 20 minutes. Et ils sont encore à plusieurs centaines de mètres. Léo pleure maintenant silencieusement, son petit corps secoué de sanglots, son visage enfoui dans le veston de son père. Le son du mortier a fait taire la ville. Il n'y a plus un bruit. C'est un silence mort. Un silence qui attend la prochaine explosion. Julien sait qu'ils ne peuvent pas rester là. Les tirs de mortier sont souvent des tirs de réglage. Le prochain pourrait tomber juste sur eux. Il regarde autour de lui, cherchant désespérément un itinéraire. Le chemin direct est impossible. Trop exposés. Ils doivent passer par les caves. Il y a une entrée de cave effondrée à quelques mètres, l'ancien Café du Progrès. C'est un trou noir, allé sous terre. C'est là que le reste de la ville survit. Mais c'est aussi là que les rumeurs disent que les Allemands posent des pièges, ou que les caves communiquent avec leur poste de commandement. C'est choisir entre le feu du ciel et l'obscurité du sous-sol. Il regarde Léo. Le visage du garçon est strié de larmes et de crasse. Il ne peut plus courir. « Viens, Léo », dit Julien, en le soulevant. « On va descendre, on va voir les chauves-souris. » Il porte son fils, un poids de 20 kilos qui semble être le poids du monde entier, et se glisse dans l'ouverture béante, descendant de la lumière aveuglante de la catastrophe vers l'obscurité totale, la carte de la libération toujours pressée sous son pied. Descendre dans la cave du Café du Progrès fut comme quitter le monde des vivants. La transition fut brutale. En haut, c'était le royaume de la poussière aveuglante et du feu. En bas, c'était le royaume de l'eau et du noir. L'obscurité n'était pas une simple absence de lumière, c'était une présence physique, épaisse, qui s'enroulait autour d'eux. Elle était froide, malgré la chaleur de juillet au-dessus, et elle avait une odeur complexe et ancienne de terre mouillée, de vin tourné, de moisissure, superposée à l'odeur nouvelle de l'humanité terrifiée, la sueur, l'urine, et quelque chose de plus âcre, la maladie. Julien tenait Léo serré contre sa poitrine. Le garçon ne pleurait plus. Le choc du mortier l'avait réduit au silence. Ce silence était, pour Julien, 1000 fois plus terrifiant que ses cris. C'était le silence de la résignation, un son qu'un enfant de 5 ans ne devrait jamais connaître. Julien sortit une petite boîte d'allumettes de sa poche. Le grattement du phosphore sur le carton fut un son incroyablement fort dans le vide. La petite flamme vacilla, projetant des ombres monstrueuses sur les murs suintants. Ils étaient dans une cave voûtée, basse de plafond. Des tonneaux éventrés gisaient sur le côté. Le sol était une boue collante. Julien savait que sous la guerre, Caen était un autre monde. Les sostes, ces carrières souterraines, et les caves des maisons médiévales formaient un réseau qui s'étendait sous des quartiers entiers. C'était leur seule chance. Ils devaient se diriger vers l'est, vers l'épicerie en ruine. Il commença à avancer, une main tenant Léo, l'autre tenant l'allumette comme un flambeau sacré. L'allumette s'éteignit, lui brûlant les doigts. Il en craqua une autre. La carte sous sa semelle droite était devenue une partie de lui. Elle n'était plus un simple objet. C'était un poids moral. Chaque pas dans cette obscurité, chaque frisson de Léo, était le prix qu'il payait pour cette carte. Il se força à penser aux Canadiens, à la libération, à Hélène. Il fallait que ce risque ait un sens. Il ne pouvait pas accepter l'idée qu'il terrifiait son fils pour rien. Le silence de Léo était une accusation permanente. « Papa !» La voix de Léo était un souffle minuscule, presque inaudible. « J'ai froid. » Julien s'arrêta. Il enleva son veston, celui déjà couvert de plâtre, et enveloppa Léo dedans. Il ne restait plus qu'en chemise. « On y est presque, mon grand. On va trouver maman. » Le mensonge lui écorcha la gorge. Ils avancèrent dans ce qui semblait être un tunnel, peut-être une ancienne canalisation, ou une brèche creusée par une bombe précédente. L'air devenait plus lourd. Puis, il vit une autre lumière, plus faible qu'une allumette, une lueur rougeâtre. Et il entendit des voix, des murmures. Il souffla sa propre allumette et s'approcha, le cœur battant. Il déboucha dans une crypte plus vaste, peut-être sous une des nombreuses églises du quartier. L'horreur de la scène le saisit. Ce n'était pas un abri. C'était une cour des miracles souterraine. Des dizaines de personnes étaient là, assises ou couchées sur la terre battue, des fantômes aux yeux fiévreux. La lumière provenait de quelques bougies posées sur un autel de fortune. Une vieille femme berçait un paquet de linge,
fredonnant sans mélodie. Un homme dont la jambe était une masse informe de bandages sales toussait sèchement. L'odeur de gangrène était maintenant dominante. Quand ils virent Julien et Léo, les murmures s'arrêtèrent. Tous les yeux se tournèrent vers eux, des yeux méfiants. Dans ce monde souterrain, un étranger n'apportait pas l'espoir. Il apportait une bouche de plus à nourrir, ou le danger. Un homme portant un brassard de la défense passive, un vieil homme au visage creusé, s'approcha d'eux. « Qu'est-ce que vous faites ici ? On ne sort pas. Vous êtes fous. » Sa voix était un reproche fatigué. « Je dois passer, » dit Julien, essayant de masquer son urgence. « Je dois rejoindre la rue Saint-Jean. » L'homme laissa échapper un rire sec qui se transforma en quinte de toux. « La rue Saint-Jean ? Il n'y a plus de rue Saint-Jean, et vous n'irez nulle part. Les tracts des Anglais sont clairs. Ce soir, ils vont raser tout le quartier. Tapis de bombes. C'est ce qu'ils ont dit. Restez ici, sous la pierre. C'est la seule chance. » Julien sentit le sang quitter son visage. Il le savait, bien sûr. Mais l'entendre formulé par cet inconnu, dans ce tombeau, lui donnait une finalité terrifiante. Rester. C'était la chose sensée à faire. C'était ce qu'un père ferait. Il regarda Léo, qui s'était endormi de pur épuisement dans ses bras. Rester ici, dans cette puanteur, mais en relative sécurité? Abandonner la mission? Il regarda sa montre. 16h52. Il lui restait 8 minutes. 8 minutes pour que son sacrifice, pour que la terreur de Léo ait signifié quelque chose. S'il restait, il n'était qu'un père lâche qui avait failli. S'il partait, il était peut-être un monstre. C'est alors qu'un son différent parvint de l'un des tunnels menant à la crypte. Ce n'était pas le grondement lointain, c'était proche, précis. Le bruit de bottes ferrées sur la pierre. Stiefel, des Allemands, une patrouille. Ils fouillèrent les caves. La panique s'empara de la crypte. Les bougies furent soufflées. Les murmures devinrent des gémissements de peur. La patrouille se rapprochait. Julien fut attrapé par le vieil homme de la défense passive. « Par là !» lui souffla-t-il, le poussant vers un autre passage, une fissure étroite dans le mur. « Vite ! Ne les laissez pas vous trouver avec un enfant. Ils vous prendront comme bouclier. » La patrouille criait en allemand. « Raus ! Raus !» Julien n'avait plus le choix. Rester était impossible. La seule voie était vers l'avant. Poussé par la peur des Allemands derrière lui et tiré par l'urgence de sa mission devant lui, il se glissa dans la fissure, Léo toujours dans ses bras. Il n'était plus un homme faisant un choix. Il était un animal pris au piège, courant vers une sortie qu'il ne voyait même pas, la carte brûlant sous son pied, alors que les aiguilles de sa montre tournaient inexorablement vers 17h. La fissure était un tombeau horizontal. À peine assez large pour les épaules de Julien, elle le forçait à ramper sur les coudes et les genoux. L'air était si vicié qu'il le mâchait plus qu'il ne le respirait. Il avait poussé Léo devant lui, dans l'obscurité totale. Le garçonnet était devenu d'un calme terrifiant, un poids presque inerte. Le silence de Léo était une forme de disparition, et Julien rampait pour sauver une enveloppe vide. Derrière eux, les sons de la patrouille allemande étaient une menace physique palpable. Les échos des bottes sur la pierre de la crypte, les ordres gutturaux. « Schnell, durchsuchen Sie all, vite, fouillez tout !» Les voix étaient étouffées par la roche, mais semblaient venir de toutes les directions à la fois. La panique était un goût métallique dans la bouche de Julien. Il sentait la pierre froide et humide érafler sa chemise, déchirant la peau de ses coudes. Il n'y avait plus de mission, il n'y avait plus de carte sous sa botte, seulement un morceau de carton humide. Il n'y avait plus de Canada, plus de libération. Il n'y avait que le prochain mouvement, le prochain centimètre gagné dans ce boyau de terre, et le poids silencieux de son fils. Léo toussa. Une petite toux sèche, étouffée par la poussière, mais qui résonna dans le conduit comme un coup de feu dans une cathédrale. Julien se figea, son cœur s'arrêtant net. Derrière eux, le bruit des bottes s'arrêta aussi. Le silence s'étira, absolu. Julien ferma les yeux, attendant le faisceau d'une lampe torche, le clic d'une culasse. Il compta 1, 2, 3, puis les bottes reprirent leur marche, s'éloignant dans une autre galerie. Il n'avait pas entendu. Ou peut-être, dans cette ville de mort, le son d'un enfant qui tousse n'était-il qu'un bruit de plus parmi les ruines. Poussé par une vague d'adrénaline pure, Julien força le passage. Soudain, il sentit un courant d'air sur son visage, un air différent, un air qui sentait la poussière brûler du monde d'en haut. Il vit une faible lueur grise. La sortie. Il se propulsa hors du trou, tirant Léo avec lui, et ils roulèrent sur un tas de gravats et de poutres calcinées, émergeant dans l'arrière-cour éventrée d'un bâtiment. Il regarda sa montre. 17h03. Il était en retard. L'épicerie en ruine était là, de l'autre côté de la petite cour, ou ce qu'il en restait. La devanture avait disparu, ne laissant qu'un trou béant dans la façade. Au bon marché, proclamait encore une plaque en émail bleu écaillé, qui pendait ironiquement à un seul clou. Julien scanna la zone. Le silence était revenu. Pas le silence de la cave, mais le silence tendu d'avant la tempête. Le mortier avait cessé. L'artillerie se taisait. C'était le moment le plus dangereux. Un silence qui écoutait. « Reste ici », murmura-t-il à Léo, le cachant du mieux qu'il put derrière une vieille baignoire en fonte renversée, retournée par une explosion. Léo ne répondit pas. Il se contenta de fixer le mur de briques,
ses yeux grands ouverts, mais vides. Julien sentit son cœur se briser. « Qu'ai-je fait de toi, mon fils ?» Il traversa la cour en courant, le corps plié en deux, se sentant terriblement exposé. Il entra dans l'ombre de l'épicerie. Personne. Juste des boîtes de conserve rouillées éparpillées sur le sol, leur contenu répandu en une pâte sombre. « Merde !» souffla-t-il. Trop tard. Il était trop tard. Il avait échoué. Il avait risqué la vie de Léo. Il l'avait terrorisé pour rien. Il frappa le mur de son poing, la frustration et le désespoir le submergeant. « Vous êtes en retard, le typographe. » La voix venait d'en haut. Une silhouette se détacha de l'obscurité du premier étage, sautant avec l'agilité d'un chat sur le tas de décombres. C'était une femme, jeune, pas plus de 20 ans, vêtue d'un pantalon d'homme et d'un foulard retenant ses cheveux. Elle tenait un pistolet Sten avec une aisance professionnelle. « Où est-elle » dit-elle, sa voix tranchante. Sans préambule. Julien ne perdit pas une seconde. Il s'assit brutalement sur le sol, lutta pour retirer sa botte. La semelle intérieure était collée par la sueur et la boue de la cave. Il l'arracha. La carte. Elle était froissée, humide, presque illisible, mais elle était là. Il la lui tendit. Elle la saisit, la déplia d'un geste expert, ses yeux la parcourant à la faible lueur venant du trou béant. « Bon Dieu !» murmura-t-elle, une trace de choc dans sa voix. « L'abbaye. Ils sont dans l'abbaye aux hommes. » Des Nebelwerfer. Elle replia la carte et la glissa dans sa chemise. « Partez d'ici. Vous avez fait votre travail. Les Canadiens vous remercient. C'est fini pour vous. »« Attendez, » dit Julien, se relevant. « Les tracts, le bombardement, c'est vrai ? » Pour ce soir, la jeune femme le regarda, et pour la première fois, sa dureté d'acier s'effaça, laissant place à une profonde fatigue. C'est vrai, ce soir, tout ce secteur. Ils ne vont rien laisser debout, pas un seul bâtiment. C'est un tapis de bombes. Vous devez rejoindre le refuge, l'abbaye aux hommes. C'est le seul endroit qu'ils ont promis d'épargner. C'est là que tout le monde va. C'est votre seule chance. Partez, maintenant. Elle commença à partir, se fondant à nouveau dans les ombres par lesquelles elle était venue. Julien remit sa botte. Un sentiment d'irréalité. Il l'avait fait. Il avait réussi. La mission était terminée. Il n'était plus un messager, il n'était qu'un père. Il se retourna vers la cour, vers Léo. « Léo, on y va. C'est fini, mon grand. On va... » C'est alors que le son retentit. Ce n'était pas une explosion. C'était un pop sec, distinct. Le bruit d'un Mauser K88, un sniper. La jeune résistante, à mi-chemin de sa fuite, s'arrêta net. Elle regarda sa propre poitrine avec une expression de surprise confuse. Une tache sombre s'y épanouit rapidement. Elle s'effondra sans un bruit. Julien se figea. Le sang se glaça dans ses veines. Un deuxième pop. La balle frappa la baignoire en fonte derrière laquelle Léo était caché. Le clang métallique fut assourdissant, résonnant dans toute la cour. Le sniper les avait vus. Il tirait depuis une fenêtre à l'étage, de l'autre côté de la rue, les observant. Julien était dans l'ombre de l'épicerie. Léo était dans la cour, à découvert. « Léo, ne bouge pas !» cria-t-il. Mais Léo, réveillé de sa torpeur par le bruit assourdissant de la balle sur le métal, fit la seule chose qu'un enfant de 5 ans ferait. Il se leva, et il commença à courir. Il courut vers la seule chose qu'il connaissait dans cet univers de cauchemar. Il courut vers son père. « Non !» hurla Julien. Il se jeta hors de l'abri, dans la lumière mortelle de la cour, pour intercepter son fils. Il vit le canon bouger dans la fenêtre en face. Il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de temps. Il plongea, taclant son propre fils, les faisant rouler tous les deux avec une violence désespérée derrière un tas de gravats, au moment où une troisième balle sifflait à l'endroit exact où Léo se tenait une seconde plus tôt. Il tenait Léo, qui hurlait enfin, un cri libérateur, libérant toute la terreur accumulée. Le sniper les avait coincés. Il était 17h10. Le soleil commençait à baisser, mais la nuit de feu n'était pas encore arrivée. Et ils étaient piégés dans une cour ouverte, avec un tireur d'élite qui attendait patiemment qu'il bouge. Le cri de Léo était le seul son dans l'univers. C'était un son pur, un son qui n'appartenait pas à ce monde de pierres pulvérisées et de morts furtives. C'était le son de l'innocence qui se brise. Julien, le souffle coupé, le serrait contre lui derrière le tas de gravats. Le rempart était dérisoire. Quelques briques, un morceau de poutre calciné, un matelas éventré. De l'autre côté de ce fragile bouclier, un homme attendait de les tuer. L'adrénaline de la course s'était dissipée, remplacée par une paralysie froide. Julien pouvait sentir le cœur de Léo battre contre sa propre poitrine. Un oiseau paniqué dans une cage de côte. « Chut, mon grand, chut, papa est là. Il faut se taire, il faut se taire. » Mais ses propres mots étaient des mensonges. Être là ne signifiait rien. Le silence ne les sauverait pas. Le sniper savait. Il les avait vus disparaître. Clang! Une autre balle frappa la baignoire en fonte, à moins d'1 mètre sur leur gauche. Le son métallique vibra dans les dents de Julien. Ce n'était pas un tir au hasard, c'était un jeu. Le sniper testait leur couverture,
essayant de trouver un angle ou de les faire paniquer. Léo s'enfuit plus profondément, son cri se transformant en un gémissement aigu et constant, comme une sirène cassée. Julien risqua un œil, juste au ras du sol, à travers une fente entre deux briques. Il ne vit rien, juste la façade délabrée de l'immeuble d'en face, les orbites vides de ses fenêtres. Le sniper était un fantôme. Il pouvait être n'importe où là-dedans, patient, méthodique. Et ils étaient piégés. Le soleil, impitoyable, commençait à descendre, projetant des ombres longues et déformées à travers la cour. Les ombres s'étiraient, mais elles n'offraient aucun chemin. La seule sortie visible, la seule qu'il connaissait, était l'entrée sombre de la cave d'où le contact était venu, de l'autre côté de la cour. Un espace ouvert de peut-être 15 mètres d'éternité. Il regarda l'heure, 17h12. Le temps n'avançait plus. Il était figé, comme eux. La jeune femme, celle qui avait pris la carte, gisait immobile à mi-chemin. Son sang formait une flaque sombre qui s'étendait lentement sur la poussière. Julien détourna les yeux, la nausée le prenant. Cette carte, cette maudite carte. Elle était livrée, mais à quel prix? Elle avait tué cette femme. Et maintenant, elle allait le tuer, lui et son fils. Il se força à penser, logiquement. Le sniper est patient, mais le bombardement arrive. Julien a une information que le sniper n'a peut-être pas. La ville entière va brûler. Le sniper pense qu'il a tout le temps du monde. Julien sait qu'ils n'en ont aucun. S'ils restent ici, ils seront pulvérisés par les Lancaster, bien avant que le sniper ne s'ennuie. Rester, c'est la mort. Bouger, c'est la mort. C'est là, dans cette impasse absolue, que la vérité frappa Julien. Ce n'était pas rester, c'est la mort, ou bouger, c'est la mort. C'était rester. C'est la mort pour tous les deux. Mais bouger, c'était peut-être une chance. Pas pour eux, pour un. Le sniper ne pouvait viser qu'une cible à la fois. C'était une pensée froide, calculatrice, qui naquit dans la partie la plus primitive de son cerveau. Il ne pouvait pas sauver son fils. Il ne pouvait que lui acheter une chance de survivre. Il attrapa Léo par les épaules. Il força le garçon à le regarder, à voir son visage, pas seulement à l'entendre. Le visage de Léo était une chose méconnaissable, couvert de crasse, de morve et de larmes séchées. Ses yeux étaient dilatés par une terreur qui dépassait l'entendement. « Léo, écoute-moi. » Sa voix était un ordre, plus dur qu'il ne l'avait jamais utilisé avec lui. « Arrête de pleurer. Maintenant. Écoute papa. On va jouer. Un dernier jeu. » Léo hoqueta, essayant d'obéir. Son petit corps secoué de spasmes. Le jeu de la course. Le jeu le plus rapide du monde. Julien pointa du doigt, par-dessus le rempart de briques, vers le trou noir de l'autre côté. « Tu vois la porte noire, la maison de la nuit ?» Léo hocha faiblement la tête. « Quand je te le dirai, tu vas courir vers cette maison. Tu vas courir sans t'arrêter. Tu ne regarderas pas en arrière. Tu ne t'arrêteras pas, quoi qu'il arrive. Tu m'entends? Tu cours et tu te caches au fond, aussi loin que tu peux. »« Non, » murmura Léo. C'était son premier mot depuis le début. « Non, papa. Avec toi, j'ai peur. »« Tu n'auras pas peur, » dit Julien, le secouant presque. La tendresse était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. « Tu es un grand garçon. Tu vas le faire. Pour maman, tu dois retrouver maman. Tu lui diras que je l'aime. »« Je veux pas. » Léo pleurait à nouveau. « Je veux rester avec toi. » Pop. Une autre balle, plus proche. Elle fit éclater la brique juste au-dessus de leur tête. Julien sentit le souffle du projectile. Le sniper devenait impatient. Le temps était écoulé. « Tu vas le faire, Léo, » dit Julien, et sa voix se brisa, toute sa résolution de père fondant en une pure agonie. Il serra son fils contre lui, une étreinte si forte qu'elle lui faisait mal. Il embrassa le sommet de sa tête sale, respirant l'odeur de son enfant une dernière fois. « Pardonne-moi, je t'aime plus que la vie. » Il recula, il prit une grande inspiration, sentant l'air de la mort dans ses poumons. Il n'y avait pas de plan, pas de distraction. Il n'y avait que son corps contre une balle. « Prêt, Léo ? Je vais me lever. Le monstre va me regarder. Quand il me regardera, tu cours. Non, papa, non. Maintenant, Léo. Maintenant. » Julien ne lui laissa pas le temps de protester. Il se mit à genoux. Il regarda une dernière fois son fils. « Je t'aime. » Et il se leva. Il se leva d'un seul coup, sortant de la couverture, les bras ouverts, face à la fenêtre ennemie. « Hé, par ici !» hurla-t-il. Un cri de défi et de désespoir absolu. « Ici ! Espèce d'enfoiré !» Le monde sembla s'arrêter. Il y eut une fraction de seconde de silence parfait où Julien vit la fenêtre, le ciel bleu au-dessus et l'image de Léo recroquevillé. Pop. Il le sentit avant de l'entendre. Un coup de bélier incroyable dans sa poitrine. La force le projeta en arrière. Il n'y avait pas de douleur, juste une surprise et une absence totale de souffle. « Cours !» réussit-il à hurler alors qu'il commençait à tomber. Il vit Léo. L'enfant, paralysé une seconde, sembla se déverrouiller. Poussé par l'ordre final de son père, il jaillit de derrière les gravats, une petite comète de terreur, courant sur ses jambes d'enfant à travers la cour vide. Pop. Le sniper tira de nouveau, mais il tirait sur Julien. La deuxième balle le frappa à l'épaule alors qu'il était déjà à terre. Il sentit l'os se briser, mais ses yeux étaient fixés sur Léo. L'enfant était si petit, si rapide. Il atteignit le seuil noir. Il s'arrêta une seconde, se retourna, son visage une tache blanche de panique. « Papa !» L'écho de ce cri fut la dernière chose que Julien entendit. Il vit son fils disparaître dans l'obscurité,
avalé par la cave. Il avait réussi. Il était seul dans la cour. Il essaya de respirer. Il ne put pas. Son regard se tourna vers le ciel. Le bleu s'assombrissait. 17h16. Et c'est là qu'il entendit le nouveau son. Ce n'était pas un pop. C'était un déchirement. Un grondement sourd, lointain, mais qui grandissait, venant non pas de l'est ou de l'ouest, mais du ciel lui-même. Un son qui vibrait dans le sol, dans ses os brisés. L'air changea, le tapis de bombes arrivait. Le grondement n'était plus un son, c'était le sol lui-même qui devenait liquide. Julien, couché sur le dos, sentait la terre trembler sous lui, une vibration profonde, tectonique, qui faisait taire la douleur dans sa poitrine. Le ciel, qu'il fixait, n'était plus bleu. Il était devenu noir. Non pas de nuit, mais de silhouettes, des centaines d'entre elles, les Lancaster. Ils étaient arrivés. L'avant-garde du tapis de bombes. Le ciel se déchira en une seule note aiguë, le sifflement collectif de milliers de kilos d'explosifs tombant en même temps. Julien ferma les yeux. Il ne pensa pas au sniper, qui était sans doute déjà mort ou en train de mourir dans son nid de béton. Il ne pensa pas à la douleur. Il pensa à Léo. Il visualisa son fils, courant dans le noir, se cachant au plus profond des caves, sous la pierre des anciens. Il avait réussi. Il l'avait fait sortir de la cour. Il l'avait mis à l'abri, juste à temps. La carte était livrée. Léo était en sécurité. L'ironie était monstrueuse. Le bombardement que sa mission avait aidé à guider, celui qui devait libérer la ville, était aussi celui qui mettait fin à sa propre vie. Il espéra qu'Hélène comprendrait. Il espéra que Léo vivrait. La première bombe frappa l'immeuble d'en face, là où se cachait le sniper. L'explosion fut si violente qu'elle souleva Julien du sol. Il n'y eut pas de douleur. Seulement une lumière blanche et aveuglante, puis le néant absolu. À des kilomètres de là, dans la crypte que Julien et Léo avaient traversée, l'enfer se déchaînait. Léo s'était blotti dans les bras de la vieille femme qui berçait des linges. Quand les premières bombes frappèrent, le sol de la crypte se souleva. La poussière tombait du plafond voûté comme une neige sale. Les bougies s'éteignirent, plongeant le refuge dans une obscurité totale, seulement brisée par le grondement sourd et incessant du monde d'en haut, qui était en train d'être effacé. Pendant des heures, la terre trembla. Les adultes priaient à voix haute, puis gémissaient, puis se taisaient, attendant leur tour. Léo, lui, ne fit pas un bruit. Il était entré dans le silence que son père lui avait ordonné. Il s'était réfugié dans le dernier ordre qu'il avait reçu. Cours et cache-toi. Il resta caché pendant 2 jours. 2 jours d'obscurité, sans nourriture, avec seulement quelques gouttes d'eau boueuse que le vieil homme de la défense passive distribuait. Quand le silence revint enfin, un silence lourd, absolu, ils sortirent. Léo fut l'un des premiers à être tiré des décombres par une patrouille canadienne, des hommes épuisés, au visage couvert de suie, qui n'en croyaient pas leurs yeux, en voyant cet enfant émerger vivant du néant. Léo survécut. Il ne revit jamais sa mère, Hélène, qui fut tuée ce même soir par une bombe égarée dans le quartier de Vaucelles, où elle avait cherché refuge. Devenu orphelin en l'espace de quelques heures, Léo fut emmené dans un centre d'accueil. Un enfant des ruines. Il ne parla pas pendant 1 an. Le dernier mot qu'il avait crié était « papa » dans cette cour maudite. Il grandit dans la France de l'après-guerre, une France qui voulait oublier et reconstruire. Mais Léo n'oublia jamais. Il devint architecte. Il ne construisait pas de grands monuments. Il se spécialisa dans la restauration des bâtiments historiques. Il passait sa vie à réparer ce que la guerre avait brisé, à consolider les murs, à redonner vie à la pierre blessée. Il retourna à Caen, des décennies plus tard, un homme âgé, et il se tint à l'endroit approximatif où se trouvait cette épicerie. Il n'y avait plus de cour, plus de ruines, juste un immeuble moderne et une petite place. Mais pour lui, l'air était encore plein du pop du sniper et du cri de son père. Et c'est ainsi que nous revenons à cette photographie. Ce n'est pas, comme nous le pensions, une simple image de la peur. Ce n'est pas un père fuyant le chaos avec son fils. C'est l'inverse. C'est l'image d'un homme ordinaire, un typographe, marchant délibérément vers le cœur du danger. Il tient la main de son fils, non seulement pour le protéger, mais pour l'entraîner avec lui dans un acte de résistance insensé. Dans sa botte, il transporte le secret qui sauvera des centaines de vies. Dans son cœur, il porte la terreur de savoir ce que ce secret pourrait coûter à la seule vie qui compte vraiment pour lui. Cette photo capture le tout dernier moment d'innocence, quelques heures avant que ce père ne soit confronté au choix le plus impossible qu'un être humain puisse faire, se sacrifier, non pas pour une idée ou un pays, mais pour que son fils ait une seconde d'avance sur une balle. Nous ne regardons pas 2 silhouettes s'éloignant. Nous regardons un héros, Julien, et son héritage, Léo, au moment précis où le destin a scellé leur sort. L'histoire de Julien n'est pas celle d'un soldat, mais celle d'un père. Elle nous enseigne que le véritable courage ne se mesure pas aux médailles ou aux victoires, mais au prix que l'on est prêt à payer pour que l'avenir, même incarné par un seul petit enfant, puisse exister. Maintenant, je veux vous laisser avec 3 questions. Réfléchissez-y honnêtement. Premièrement, face à un choix impossible, qu'est-ce qui l'emporte? Le devoir envers la société ou l'amour pour votre famille? Deuxièmement, combien d'actes de bravoure silencieux,
comme celui de Julien, sont enterrés sous les fondations de nos villes modernes, complètement oubliés. Et troisièmement, si votre vie se résumait à un seul instant, une seule décision, laquelle espérez-vous que ce serait? Si vous avez été touché par le sacrifice de Julien et la survie de Léo, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez ci-dessous avec le mot-clé secret. Le courage de Julien. Cela me montre que vous honorez ces mémoires cachées. Ces histoires sont notre héritage. Ne les laissons pas disparaître. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres secrets cachés dans de vieilles photographies. Aimez cette vidéo pour que l'histoire de Julien atteigne plus de monde et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de ce qu'est le véritable héroïsme. Et cliquez ici pour voir la prochaine vidéo où une autre image attend de nous révéler son secret.